Alors écoutez, tout comme c'était le cas pour la chronique de Léopold, la mienne n'est pas sponsorisée par un quelconque Tinder ou autre site de rencontre actuel. Alors aujourd'hui, moi je souhaite plutôt continuer avec vous ma série des, vous savez, des grands, ce que j'ai appelé les grands destins incroyables. Encore une fois, pour ma part, ça reflète ce Oui, que oui, je ça viens de reflète dire, hein, également, bien sûr, complètement. ce qu'on vient de dire. Des destins incroyables de l'histoire et que j'avais commencé. Alors il y a déjà 2 ans, je me suis fait cette réflexion tout à Et l'heure. oui, ça fait un moment que Et oui, ça commence. Hein. Et avec l'épéiste de renom Miyamoto Musashi. Oui, t'avais Donc, commencé avec lui. j'avais commencé avec lui. Puis ensuite, j'avais continué avec l'alchimiste, vous savez, Nicolas Flamel, Bien sûr. réalisateur de la pierre philosophale, ou encore récemment l'amiral japonais Isoroku Yamamoto. Donc là, on parle effectivement de la Seconde Guerre mondiale Ah, et finalement, plutôt de Pearl Harbor. t'en as pas Donc, fait tant que ça. j'en ai pas fait tant que Ah ça. ouais, je Non, pensais qu'il y en avait non, plus, tu non. vois. Et donc là, non, on va ouvrir ce que j'appelle un peu une trilogie dans la série en question, en parlant de destins italiens célèbres. Voilà. Donc, sont donc en lice, je vous préviens, Cesare Borgia et Niccolo Machiavelli, Yes. parce que ce sont des personnes qui ont, encore une fois, nous impressionnent, Bien sûr. et dans leur temps, en tout cas, hein, respectif. Mais avant tout, le personnage de ma chronique de ce De tout et de rien, ce sera Casanova. Est-ce que d'ailleurs ce nom vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça vous inspire? Casanova, c'est la séduction, non? C'est pas ça? C'est pas Ouais. ça m'inspire la séduction. L'Italie et les pizzas. Ne serait-ce que là, vous vous rendez compte que Ouais. on a un personnage qui a donné son nom à une forme de personne qui serait donc C'est vrai. séducteur. Un Voilà. Casanova, quoi. Alors du coup, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Et d'ailleurs, je vais répondre à ta question. Ça devait être un BG. Il était séducteur, mais il n'était pas beau. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Donc, charismatique, alors. Donc de ce mal-être déjà, il va s'en faire une force. Ah. Mais on va d'abord parler de cet homme en question. C'est un Vénitien, c'est important. Ça aura son importance durant toute la chronique Ok. du XVIIIe siècle. Et comme on le disait, hein, son nom, il résonne comme un séducteur né. Tu l'as bien trouvé, Léopold. Oui. C'est d'ailleurs ce nom qui est utilisé pour qualifier les séducteurs actuels, comme d'ailleurs à l'instar de Don Juan. Hein, Et oui, c'est vrai que c'est un peu synonyme. la pièce de théâtre de Tirso de Molina. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble dans la réflexion que un personnage qui du coup est séducteur? Ensemble, on va essayer de voir pourquoi celui-ci passionne les historiens et historiennes actuels d'ailleurs, hein, et comme de l'époque. Je vous propose donc de vous plonger dans l'Italie du début du XVIIIe siècle, en 1725, dans la très célèbre ville de Venise. Oh. Alors, on va parler un peu de sa jeunesse. Hein. 1725, l'année choisie, c'est l'année de sa naissance. Hein. Il naît, ce fameux Giacomo Girolamo Casanova, et il est le fils d'une actrice, Zanetta Farussi. Elle s'appelle ainsi, et d'un comédien, qui s'appelle Gaetano Casanova. Alors on le sait parce que Casanova, sur la fin de sa vie, on y reviendra tout à l'heure, il a écrit ses mémoires. Ah. Il a écrit Histoire de ma vie. Hein. Voilà, encore une fois. Donc, je peux te couper un instant. Oui, dis-moi. C'est quoi la différence à l'époque entre un acteur et un comédien? Alors, il semblerait qu'il y ait une question plutôt de troupe. Ah, on a une troupe, qui peut se produire, et l'actrice pourrait davantage être, ou l'acteur, quelque chose de peut-être plus en lien même avec la chanson, la voix, chanson, etc. À l'époque, par exemple, il y avait les fameux castrats. Hein. Oui, les castrats étaient très très et là, célèbres. on parle d'acteur, alors du coup. Voilà, on parle d'acteurs, d'actrices notamment. Et bien là, il est en fait un mélange des deux. Ça aura son importance aussi parce que du coup, il vient plutôt d'un bas étage. Oui. Parce que vraiment, les comédiens, les acteurs, c'est vraiment à l'opposé de la société. Ce sont des personnes qui sont un peu mis à l'écart. Ils te divertissent, mais ils font pas partie de la société, de la haute société notamment. Ce sont des parents d'ailleurs qui sont souvent absents, hein, car le monde du spectacle les enlève à leur responsabilité parentale. Oui. Et c'est alors que Casanova va non seulement être en grande partie élevé par sa grand-mère maternelle, jusqu'à ses 9 ans, hein, mais aussi par bon nombre de femmes qui vont avoir une influence sur son éducation. Donc là, de là commence le mythe, la légende. Éducation qui, par ailleurs, sera parfaite lorsqu'il partira étudier à Padoue, de ses 9 à 17 ans. Et il sort avec un diplôme de droit civil et ecclésiastique. Oh. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et en fait, il se destinait à être avocat. D'accord. Enfin, pas vraiment avocat seulement, un mélange de droit des religions, si vous voulez, dont il est fait abbé d'ailleurs. En 1741. Oui, tout à fait. C'est un ecclésiastique à la base. C'est un ecclésiastique. Alors, je vous arrête. Comme vous vous en doutez, il semble quand même difficile que sa carrière ecclésiastique occupe toute cette chronique. En effet, très rapidement, on va avoir affaire à des déboires qui vont être rapportés. Alors, comme Léo tout à l'heure, je tiens à préciser que les écrits qu'on a, tant bien rédigés en français, parce qu'il parle un français impeccable, c'est la langue de la diplomatie à l'époque, hein, eh bien, ce sont ses faits à lui.
Donc, Oui, ce donc sont c'est des son choses qui propre sont point de vue rapportées pour lui. à lui. Bien sûr. Alors, Casanova, quand il arrive, quand il revient du côté de Venise, il est le protégé. Ouais. Protégé, souvent, ça se faisait à l'époque. C'est vraiment le protecteur, celui qui te donne aussi des finances, celui qui te donne un nom en soi, Ouais. d'un sénateur vénitien qui s'appelle Malipiero. C'est un nom de famille, d'ailleurs, célèbre, puissant de l'époque. Et malheureusement, suite à une relation avec une de ses autres protégées, il sera chassé de chez lui. Ouais. S'ensuit alors un scénario aussi similaire que nombreux dans beaucoup de ses voyages qu'on verra tout à l'heure. Et notamment, il s'enfuit du coup pour aller à Rome en 1746, où après être entré au service d'un cardinal qui est nommé Aquavive, au vive en français, oui, tout à fait. Eh bien, celui-ci le loge grassement dans son palais. Mais après la constatation de l'implication de Casanova dans l'enlèvement de la fille de son professeur de français de l'époque, eh bien, en plus, il pouvait pas beaucoup nier parce que la jeune fille est retrouvée dans le palais du cardinal et il est difficile pour notre personnage de garder la robe, comme on dit. Ouais. Voilà, donc sa lui, carrière religieuse s'arrête là, à l'âge de 21 ans. Il y a encore de la marge, vous vous en doutez. Alors, il est livré à lui-même, ce Casanova, puisqu'il commence à essayer de trouver comment faire pour survivre. Et c'est là que, s'il devait y avoir un lien avec ma personne, ce serait peut-être à ce moment précis. Pour survivre, il va se dire qu'il va falloir peut-être faire croire des choses aux gens. Monter des supercheries. En fait, il s'entraîne. Il entraîne ses mains aux gestes parfaits, il triche aux cartes, il s'intéresse aux mathématiques et aux probabilités. En fait, d'où le lien avec toi. Voilà. Tu triches pas trop aux cartes pourtant. Non, en tout cas, j'espère. J'essaye en tout cas. Et si je suis pas pris, c'est que c'est un bon signe. Ah merde. Il vante ses talents d'alchimiste et de magicien et il va alors faire la rencontre d'un autre sénateur qui s'appelle Matteo Bragadin, qui, lui, se croit soigné de ses maux par les sciences occultes de Casanova. Et celui-ci va le couvrir de ses richesses, ce qui d'ailleurs lui permettra d'aller par la suite dans de bons nombres de pays et de fonder sa légende. On le verra tout à l'heure. C'est un arnaqueur en fait. Oui, d'ailleurs, par ses nombreuses arnaques, on lui rapporte alors ces mots. Si vous avez des idiots qui sont riches, et si vous avez des idées, et que vous êtes pauvre, alors votre banque est là. Alors, fort donc de ces nouvelles richesses, il décide en 1750, donc à l'âge de 25 ans, de partir pour Paris. Et le but, c'est de se faire un nom, avoir une renommée, de faire partie des hautes sphères. Et son but, en fait, c'est d'être conseiller d'État et des grands monarques. Ah oui, donc en fait, c'est vraiment en lien avec le débat de tout à l'heure. C'est vraiment en lien, oui, c'est vraiment choisi vraiment ça un peu la destinée de je veux sortir de ma basse condition pour atteindre les hautes sphères. Alors, malheureusement, il n'est pas reconnu en tant qu'aristocrate comme les autres, parce que, comme on l'a dit, fils d'un comédien, il est noyé dans la masse. C'est vraiment la basse population, et donc malheureusement, sa venue à la capitale française est donc un échec. Enfin, en partie, puisque il va quand même se déplacer un peu sur le territoire français. Il va être notamment accueilli à Lyon par les francs-maçons qui vont l'aider, notamment. Il va être franc-maçon lui-même aussi. Donc on a cet aspect-là qui aura son importance au fur et à mesure de sa vie. Et sans compter que pendant les 5 ans qu'il passe dans le territoire français, il va profiter des largesses et des plaisirs de chair, comme on dit. Évidemment. Alors, sa tentative de briller en France, on l'a vu, est un échec, mais il revient à Venise en 1755. Alors, s'il n'avait pas obtenu la renommée dont le royaume de France pouvait lui donner, il va faire la connaissance de 2 personnes qui vont peut-être donner encore plus de goût à cette légende. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Marina Morosini. C'est une religieuse. Et le deuxième, c'est l'abbé Berni. Alors l'abbé Berni, il est ambassadeur de France à Venise. D'accord. Alors, pourquoi ces 3 personnages sont unis ? D'abord parce qu'il y en a 2 qui sont importants. Qui unit Marina Morosini et Casanova, vous vous en doutez, c'est qu'ils sont ensemble, ils jouissent de plaisir de chair, et ils se retrouvent quotidiennement, quasiment, dans une charmante bâtisse. Et c'est pendant l'un de leurs ébats que Marina Morosini, la nonne, va confier à Casanova que l'ambassadeur Berni a pour habitude de les regarder faire l'amour à travers un trou dans une tapisserie. Voilà. Donc du coup, on a affaire alors à un ambassadeur qui est libertin et voyeur. Bien sûr. Au lieu de s'en offusquer, Casanova va s'en faire d'ailleurs un grand ami, puisqu'ils ont beaucoup de points en commun. Mais le problème dans tout ça, c'est que notre ambassadeur, c'est un abbé, il est ecclésiastique, ça ne fait pas bon ménage. Il est donc rappelé en France à cause de ses frasques, et il est vivement conseillé d'ailleurs à Casanova de partir de Venise. Et oui, puisque malheureusement, les frasques de plaisir charnel d'un ancien ecclésiastique tel que Casanova, ça ne fait pas bon ménage.
mais une chose que Casanova va décider d'ignorer. Il s'en abstient, il reste dans sa ville, et malheureusement, il va se passer la fameuse arrestation de Casanova. Ah ouais. Alors, entre parenthèses, la première. En fait, il va être placé dans la prison des plombs. Je ne sais pas si vous connaissez. La prison des plombs ? I Piombi. En italien, c'est la prison qui se trouve au-dessus du palais des Doges. Il est arrêté par les inquisiteurs vénitiens et en fait, il est arrêté pour bon nombre de choses et notamment ce qu'on appelle outrage aux bonnes mœurs. Ok. Voilà, donc ça compte dedans, je vous cite, libertinage, athéisme, occultisme et appartenance maçonnique. Pour ces raisons-là, il est emprisonné à la prison des pions. Alors, des plombs. I Piombi, ça vient du fait que la prison en question, comme elle est au niveau des toits, ce sont des plaques de plomb qui sont au niveau des toitures, ce qui provoque deux choses infernales pour les prisonniers. La première, c'est que l'été, il s'agit d'une fournaise. Et l'hiver, elle laisse passer le froid. Ah, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, voilà. Et Casanova y est emprisonné. À partir de là, on se dit, malheureusement, il va y rester. Seulement, après un an d'emprisonnement, en 1756, Casanova, il s'évade. Il s'évade par les toits, avec un collègue, avec un ami. Et il réussit à fuir cette prison, et ce sera d'ailleurs la seule évasion attestée de cette prison à ce jour. Elle est au niveau de la jonction de, vous savez, le pont des Soupirs, que beaucoup de gens, finalement, attribuent le pont des Soupirs avec Casanova, les soupirs étant pour les amourettes et les aventures, etc. Alors, cet acte sonne la fuite de Venise, puisqu'il il peut pas y rester, il est recherché. Il part hors d'Italie et se retrouve une nouvelle fois, où ça ? Eh bien, dans le pays qui l'accueille le plus souvent. La France. La France, tout à fait. Et pas n'importe laquelle, celle de Paris. Là où cette fois-ci, il dispose d'amis. D'abord, le fameux abbé Bernis, vous vous rappelez, l'ambassadeur qui est monté en grade. Oh. Et oui, il est devenu ministre entre-temps. Trop bien. Et oui, mais aussi franc-maçon. Donc du coup, aussi les francs-maçons qu'il a connus à Lyon vont l'aider à être à faire un second assaut dans le cœur des Français, surtout de la haute société. Alors de ce deuxième voyage à Paris, celui-ci est un grand succès parce que partout où il va, Casanova, on lui demande de raconter sa fameuse histoire de son évasion de la prison des plombs. À qui veut bien l'entendre d'ailleurs, il l'a dit, et à travers une narration complète et précise. Alors parmi tous ces aristocrates, il y a un ministre de Louis XV qui est très célèbre, qui s'appelle Choiseul, qui convoque Casanova pour écouter son histoire. Or, le ministre, il veut un récit rapide. Sur quoi Casanova répond, mais monsieur le ministre, c'est dans sa forme la plus concise qu'elle dure 2 heures. C'est alors que Casanova commence à gagner en réputation. Il dit dans ses mémoires que le gouvernement de Choiseul lui aurait même confié des missions et en rapport avec l'argent. On va retourner sur le fait que notre homme aime l'argent et sait en produire, puisqu'on lui demande de trouver comment financer l'école militaire créée par Louis XV en 1750. Sans en faire porter la charge par un nouvel impôt, qui ferait fléchir encore plus les petites gens. Comment, d'après vous, va-t-il s'y prendre ? Est-ce que vous avez une idée ? Il va essayer de créer de l'or. Ouais, créer de l'or. Il va faire de la fausse monnaie. Il va faire de la fausse monnaie ? Eh bien non. En fait, il va utiliser ses acquis sur les mathématiques et les probabilités. Je vous en ai presque trop dit. En fait, il se dit que pour gagner de l'argent facilement, tout ce qu'il faut respecter, c'est qu'il faut promettre de l'argent, bien sûr, mais en s'assurant que les rentrées financières doivent être plus grandes que les sorties. Si on mêle le hasard avec l'argent, Casanova va créer ce qu'on appelle la loterie royale. En fait, c'est lui qui va créer la loterie. Créer le loto. En France, oui, tout à fait. D'accord, je savais pas. L'ancêtre de la loterie actuelle, je parle. Imaginez l'intérêt, en fait, du gouvernement français de l'époque qui va alors donner des missions à Casanova de plus en plus importantes. Derrière son acte de passage à Paris, il dit d'ailleurs dans ses mémoires assister à l'exécution de François Damiens. Je ne sais pas si vous connaissez qui c'est. L'acteur ? C'est pas l'acteur, même si on l'a fait la blague sur un plateau télé en posant une question. Je crois que c'était au Burger Quiz. Ah ouais ? En fait, c'est l'homme qui avait tenté de tuer Louis XV. Oh, d'accord. Voilà. Ah putain, oui, c'est lui qui a subi un sort horrible. Après. Oui, en grande majorité, souvent, comme c'est le cas des gens qui tentent le régicide. Alors en 1758 et puis 1759, Casanova, il va partir pour la Hollande. Puis il revient à Paris. Alors pourquoi tant d'allers-retours d'après vous ? La Hollande, je vois pas. Souvent il part dans un pays, puis il revient à Paris, puis il repart dans un autre, et il revient. Alors, on suspecte là des missions secrètes confiées par Choiseul, et peut-être même plus haut, du gouvernement français de l'époque. En fait, d'en faire un espion. Il est espion.
Et d'ailleurs, c'est lui qui le dit, dans une de ses nombreuses citations que j'aurais pu utiliser dans mes autres chroniques, hein, il dit que les ambassadeurs sont les espions qui sont avoués, en fait, tout simplement. Alors, en échange, du coup, à partir de là, le problème qu'il va avoir, c'est que il va gagner de l'argent avec son système de loterie, et il va tout de suite décider d'investir aussi dans une sorte de industrie de textile de haute marque, de haute société. Et malheureusement, ça part en cacahuète, il fait faillite. Donc il a plus d'argent, il a plus de soutien, et donc du coup là, il va retourner à ses arnaques, et il va jouer de la crédulité d'une certaine Madame Durfé pour profiter de ses largesses financières. En fait, il raconte à sa protégée incrédule les secrets des sciences occultes. Et malheureusement, à cause de ses difficultés financières, il est enfermé, encore une fois, en prison, pour des raisons, cette fois-ci, comme on le disait, financières, à un endroit qui s'appelle Fort-l'Évêque. Et il en sortira grâce à l'influence de cette Madame Durfé, d'ailleurs. Alors ensuite, il part en Allemagne occidentale, en Italie, ou encore en Suisse. Donc il voyage, c'est quelqu'un qui voyage. Et quand on dit que c'est un aventurier, c'est le premier aventurier, en fait. C'est ça aussi. C'est des aventures, certes, géographiques, mais des aventures aussi. Aventures, voilà, des aventures amoureuses. Même s'il se dit qu'à chaque fois, il ne souhaite pas se marier. Alors, il va trouver des femmes. Il va demander aussi à des maris, si c'est possible, de rencontrer leurs femmes, etc. Donc, de là naît ce mythe, cette légende, c'est qu'il va aussi proposer à ces femmes un nouveau mari ou un mari tout court pour éviter d'être avec elles, etc. Donc, il va garder cette liberté. Alors, une fois qu'il dispose suffisamment d'argent, merci Madame Urfé notamment, et il va aller encore plus loin dans d'autres pays et il va profiter aussi d'autre chose qu'on appelle un passeport maçonnique. En fait, là où il va, il disposera toujours d'une aide. Alors, son influence grandit. Il est certes reconnu comme un diplomate, mais surtout, il va rencontrer les plus grands et les plus grandes de l'époque. Par exemple, en 1763, il est à Londres et rencontre le roi George III. Puis, l'année suivante, en 1764, il est à Berlin et auprès de Frédéric II. Alors, à ce moment-là, celui-ci lui propose, parmi les rangs de la noblesse poméranienne, un titre de gouverneur, et celui-ci refuse. En fait, il faut quelque chose de plus grand. On parlait de conseiller, vraiment de la noblesse. Il part du coup ailleurs, plus à l'est, en Russie, auprès de Catherine II. Alors, il se retrouve à Varsovie, où le roi Stanislas Poniatowski en fait un de ses protégés. Donc, c'est pas rien, il devient protégé de grands célèbres monarques. Et seulement, le problème, c'est qu'il y a une énième affaire avec une certaine danseuse italienne et un sous-chambellan du roi qui est assez peut-être jaloux et qui le demande en combat. Donc il va combattre au pistolet. C'est un duel au pistolet auquel les deux protagonistes en réchappent. Ce qui est bien parce que du coup, ils vont pouvoir attester du fait que ils se sont battus en duel. Donc pour la légende de notre cher Casanova, c'est toujours mieux. Et à partir de là, il faut comprendre une chose, c'est que même s'il est blessé, son adversaire, il est blessé de manière plus grave. Et il en faut pas moins pour que tout ce duel soit relaté partout dans la presse de l'époque, en Europe, partout dans tous les papiers d'information. Alors tout le monde se passionne pour l'histoire de cet homme. En 1768, il part cette fois-ci pour l'Espagne, où il apprend la danse, le fandango. Il courtise la maîtresse du gouverneur, le comte de Ricla, et pour cela, il est de nouveau emprisonné. Dans son écrit, Mon séjour en Espagne, Casanova raconte « Les femmes espagnoles sont charmantes, pleines de grâce et de gentillesse, et d'un tempérament de feu. Elles sont toujours prêtes à entrer dans les intrigues les plus périlleuses. Tout leur esprit est tendu vers un but, celui de tromper la surveillance de leur mari. » Autrement dit, c'est un peu, on se dédouane, et c'est la faute des femmes. La faute de la femme espagnole. Toujours. À partir de là, il ressort de prison la même année. Il ne fait pas non plus beaucoup de temps à cette époque, pour une raison que j'ai pas trouvée. Mais il va avoir du changement du côté de l'Italie. En fait, il bénéficie, encore grâce à des soutiens importants et les anciens protecteurs de Venise, à faire lever le bannissement qui pesait sur lui depuis près de 18 ans. D'accord. Pour rejoindre à nouveau ce qu'on appelle la Sérénissime, c'est le nom de Venise, surnom. Eh bien, il y revient en 1769. Il fonde une petite troupe de théâtre, donc il revient quand même sur ses bases, tout à fait. Et il est plutôt reconnu et célébré. Du coup, les inquisiteurs le laissent tranquille. Et il rentre au service de l'ambassadeur de Venise à Vienne. À partir de là, il a un peu des soucis d'argent. Et surtout, il a des différends avec plusieurs nobles de sa ville natale. Donc du coup, il va rédiger des écrits outranciers, en fait, envers la noblesse vénitienne. Il essaie de se venger. C'est pas apprécié par eux, qui notamment l'expulse. Une nouvelle fois, en 1783, il est banni de Venise. Alors par ce fait, il revient à Paris,
encore une fois. Bien sûr. Paris l'accueille les bras ouverts. Et il rencontre un certain Benjamin Franklin. Lors d'une exposition sur le thème de l'aéronautisme et du potentiel que pourraient avoir les transports de personnes via ballon, tels que des montgolfières. Oui, en 1784, il décide de s'établir cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, à Vienne, auprès d'un proche franc-maçon qui s'appelle Joseph Karl von Waldstein, qui lui propose cette fois-ci un poste, celui de bibliothécaire. Alors, il accepte, et il faut dire que l'homme commence à fatiguer, hein. Il n'est plus dans sa prime jeunesse, le corps est usé, il écrit alors dans la fin des années 1780, la mémoire de ma vie en 10 volumes. 10 volumes. Voilà. Il se satisfait du fait qu'il n'oubliera jamais toutes les bêtises qu'il a pu faire dans toute sa jeunesse, et il va l'écrire en français, il va tout détailler, tous ses souvenirs possibles. Mais il désire en fait de rester dans l'histoire. Il a peur qu'il soit oublié. Alors il écrit toutes ses aventures, exagérées parfois, romancées sans doute. Et sur la fin de sa vie, il souffre péniblement et meurt en 1798 à l'âge de 73 ans. Alors, pour terminer, un mot sur la personne. Celui qu'on appelle le séducteur de son temps est considéré comme le premier, comme on le disait, des aventuriers au sens propre du terme. Il meurt et est enterré sans fioriture, mais tout de même avec les sacrements. 143, c'est le nombre de conquêtes qu'on lui prête à ce jour. 143. Wow, beaucoup de femmes, peut-être même quelques hommes, puisque comme il le dit, il aime bien embrasser ses passions dans la totalité. À partir de là, il est quand même passé de comédien à violoniste, d'écrivain à charlatan, d'espion à bibliothécaire, mais surtout libertin et vénitien dans l'âme. Il a vu les plus grands de son siècle, il en a relaté les faits dans un ouvrage constitué quand même, comme on le disait, de 10 volumes, intitulé sobrement L'histoire de ma vie. Le prince de Ligne, d'ailleurs, un contemporain de l'époque, dira de sa biographie qu'un tiers l'a fait penser, un tiers l'a fait sourire et un tiers l'a fait bander. Ah ouais. Nous finirons d'ailleurs par une petite citation qui résume très bien le personnage. « J'ai aimé les femmes à la folie, mais je leur ai toujours préféré ma liberté. » Alors, sachez que la première édition de son œuvre, publiée au 19e siècle, a été réécrite, car à l'époque, elles ont choqué. C'est seulement il y a 60 ans que l'on a publié les véritables mémoires de Casanova. Ok. D'accord. Je savais pas. Et du coup, la vraie question, c'est est-ce que tu les as lus? Non, je ne les ai pas lus. Tu ne les as pas lus. Je ne les ai pas lus, malheureusement, mais elles sont revenues dans le giron français. Ça fait pleurer, rire et bander, du coup, alors. Non, mais je pense que ça peut être, très piquant. Ok. C'est toujours en fait, il raconte beaucoup d'histoires avec des femmes. Le fait qu'il a eu aussi quelques enfants. Ouais. Ah, il a eu des enfants du coup. Oui. Tu me diras, au bout d'un moment, c'est normal. Oui, c'est aussi un personnage alors il y a une légende qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai fait un tour sur les dates et les voyages qu'il a donnés sur la biographie qu'on a au niveau de Wikipédia. Ouais. Et il relate à la fin une légende qui est très poétique. Il faut plutôt la prendre dans ce sens-là. Ouais. En fait, quand il meurt, c'est vrai qu'on ne sait pas où est sa tombe. C'est-à-dire qu'il meurt presque dans l'inconnu. On sait qu'il est quelque part du coup en Vienne, dans le château où il est bibliothécaire. Hein. Et en fait, cette légende dit que Casanova, qui a tellement tourmenté les femmes, même après sa mort, eh ben le fameux comte de Waldstein qui lui avait proposé le titre de bibliothécaire, eh bien, il appose ce qu'on appelle je cite Wikipédia, une dalle funéraire avec une grande croix de fer. Ouais. Cette dernière aurait donc rouillé, se serait décelée et enfouie dans les herbes folles, si bien que par les nuits sans lune, les crocs de fer agrippaient au passage les jupes des dévotes terrifiées. Ah, ok, d'accord. Belle légende. Donc à chaque fois, oui, pour montrer que cet esprit séducteur vit toujours bien après sa mort. Et alors, du coup, moi j'ai une autre question qui m'est venue en tête. Parce que là, on dirait qu'il a une vie de ouf, il fait plein de trucs, etc., etc. Mais est-ce qu'on a d'autres textes, d'autres points de vue qui attestent ce genre de choses, ou est-ce que c'est pas juste un énorme gros mytho? Alors, il semblerait que ce qu'il a marqué, toutefois, dans sa grande largeur, soit fiable. Ouais. C'est juste que les détails que lui seul a pu vivre sont difficilement prouvables. On sait il a vraiment rencontré les grands de ce monde. On sait qu'il y a des traces écrites. On sait que il a laissé des traces à Paris. Il a laissé des traces parce que notamment il invitait le tout Paris dans un appartement avec il avait un très bon cuisinier qui du coup faisait des très bons repas et du coup il faisait venir
le tout Paris, enfin du coup les hautes sphères plutôt, et ces personnes-là parlaient de lui du coup. C'est comme on disait au débat finalement. Oui, c'est ça. Tu existes à travers aussi les yeux des personnes. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que cette personne a quand même été de nombreuses fois emprisonnée, et donc du coup on a quelquefois des traces d'enfermement, notamment son récit de la prison des plombs. Et voilà, c'est quelque chose qui est resté notamment comme l'une des plus grandes histoires de Venise. Et j'ai occulté toute une partie qui du coup est celle du carnaval et de la façon de se représenter à Venise, mais c'est presque au niveau du carnaval, c'est quelque chose qui du coup représente presque Casanova, parce qu'il a cette force de pouvoir changer un petit peu d'habit, comme il change à la fois d'aventure amoureuse ou de poste. Parce que comme on a dit, là, il a une dizaine de postes qui lui ont été octroyés, donnés, ou lui-même se les est appropriés. Donc c'est ça qui fait un peu je dirais le personnage pour plein de raisons, mais celle que je vais garder, c'est celle vraiment du caméléon. Ouais. Il s'adapte très facilement là où il passe. Il parle les langues de là où il se trouve. D'où le côté espion, quoi, en fait. Oui, et ce moment-là où c'est presque le début de ce qu'on appelle le grand tour pour les élites. On envoie les adolescents, les jeunes hommes, les jeunes femmes à étudier ailleurs, dans d'autres. Il va partout en Europe, il bouge beaucoup, mais il bouge pas forcément parce qu'on lui donne des missions. Il bouge aussi pour fuir. Oui, ça. Soit c'est la fuite, soit c'est parce qu'il a. C'est aussi par la contrainte. Ouais. C'est par la contrainte et l'ambition. Et le fait qu'il soit pas quelqu'un de beau, mais qui va beaucoup travailler sur ses charmes, fait que c'est quelqu'un qui va laisser beaucoup de traces, surtout dans son siècle. Ouais. Mais finalement, le nom va rester parce que c'est la forme de l'attitude vraiment du séducteur Casanova qui va, comme on le disait, comme Don Juan, laisser une marque. Ok. Merci beaucoup, Raph. Et, avec plaisir. C'était super cool, franchement. Merci à toi. Je connaissais pas du tout Casanova, enfin de nom, et donc je savais pas qu'il avait eu une vie aussi rocambolesque, on peut dire mouvementée. À chaque fois, il va quelque part, mais il peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Je tiens à terminer une seule chose, c'est que si dans votre vie vous avez la possibilité d'aller au moins une fois à Venise, c'est je pense la plus belle ville du monde pour ça, hein, de pouvoir s'y perdre, de s'y balader. Il y a tellement d'histoires qui sont centenaires dans cette ville. Mais si vous voulez visiter le Palais des Doges, il existe, c'est la deuxième fois que je le dis dans De Tout et de Rien, mais parce que j'apprécie et j'ai beaucoup passé un agréable moment. Dans le Palais des Doges, il propose une visite secrète où vous ne visitez que l'arrière de toutes les salles, et notamment i piombi, donc les greniers où ils ont reconstitué eux-mêmes ce qu'ils appellent la prison, la cellule de Casanova. Et donc on voit l'environnement, et c'est vrai qu'il peut faire chaud, etc. Il y a ce sentiment d'être assez privilégié, et en même temps d'être dans l'histoire, dans la politique de Venise, tout en sachant que personne ne peut te voir. Oui, c'est fou. Ouais, t'es dans l'envers du décor, quoi. Merci encore une fois. Un plaisir. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.